Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Bérénice, je travaille chez Holomea et je suis passionnée par la bio-inspiration et la manière dont fonctionnent les humains entre eux. Bienvenue sur La Fluence, le podcast qui explore la coopération. Aujourd'hui, je suis avec Pascale Boissier, cofondatrice de Silbo, une société à mission dédiée à l'accompagnement aux transitions. Elle est aussi activement engagée auprès de l'association Bilab France pour développer l'écosystème Bicorp en France. Je la retrouve à Montmartre et nous entamons la discussion tout en contemplant les toits parisiens. Bonjour Pascale. Bonjour Bérénice. Bienvenue dans La Fluence, le podcast qui explore la coopération. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots ? En quelques mots, alors je suis Pascale Boissier. Je suis franco-chilienne avec des attaches importantes dans les Cévennes. Ça me détermine beaucoup. Et aujourd'hui, mon activité principale, c'est d'accompagner des organisations, des entreprises, des collectivités, des associations sur le chemin exigeant des transitions. Et je fais ça depuis environ 8 ans au sein d'un cabinet qui s'appelle Silbo, avec mon associé Sylvain Page et toute une série de camarades aussi avec lesquels on travaille sur tous ces sujets. Donc dans ce cabinet Silbo, vous accompagnez donc les collectifs à se transformer, à aller dans le sens de la transition. C'était surtout par le biais de la communication, c'est ça ? Ou il y a d'autres choses que vous mettez en place pour accompagner les collectifs ? Alors c'est vrai que mon métier, depuis 25 ans maintenant, c'est la communication. C'est là où je suis née, c'est là où j'ai grandi. Et en même temps, il y a environ une quinzaine d'années, la conscience que la communication pouvait avoir un rôle important dans les transformations que connaît notre société, que connaît l'économie, à la fois dans les prises de conscience, à la fois dans le fait d'embarquer des individus et des collectifs, d'animer des écosystèmes autour des projets. Donc effectivement, moi je suis partie, et mon associé Sylvain aussi, de ce monde-là, pour depuis quelques années être venu explorer les chemins plus dans le dur, on va dire, du conseil sur tous ces sujets-là, de l'accompagnement humain sur toutes ces questions-là, et de l'accompagnement à la mise en action aussi, au-delà de la mobilisation des individus et des collectifs à travers la communication. C'est vrai que quand on dit communication, les gens... Alors déjà, la communication n'a pas toujours bonne réputation. Hein. Quand avec les expressions « c'est de la com » ou « c'est juste de la com », on peut comprendre aussi pourquoi on a cette vision-là de la communication. Mais comme on le dit souvent, nous, la com, c'est pas juste faire des petits dépliants ou des jolis sites web pour raconter des choses bien polissées. C'est bien plus profond que ça. Moi, je viens d'une famille d'enseignants. C'est vrai que pour moi, la communication a beaucoup à voir avec l'éducation et la pédagogie. Et c'est ça qu'on essaye effectivement de développer. Ouais, même une forme de vulgarisation aussi, de s'adapter finalement à l'audience, trouver les bons mots, le bon vocabulaire. Et je trouve que c'est même pas facile aussi de retransmettre réellement, de mettre des mots sur des choses qu'on peut mettre en pratique dans des collectifs, dans des organisations. Parce que des fois, on a l'impression que finalement, il y a peut-être plusieurs autres collectifs qui pourraient utiliser les mêmes mots que nous, alors qu'en fait ça veut dire peut-être des choses totalement différentes et des actions qui se ressemblent pas forcément. Donc effectivement l'importance de mettre les bons mots. Et peut-être qu'on peut partir du principe qu'il n'y a pas de bons mots, mais c'est vrai que le pouvoir des mots, les mots forgent nos représentations, hein, forgent nos imaginaires, forgent ce qu'on met derrière. D'ailleurs, les communicants, par le passé, continuent encore, ont beaucoup utilisé la transformation des mots pour aussi déformer des réalités, les rendre plus acceptables ou les rendre plus douces. Mais c'est vrai que le sens qu'on met derrière les mots... J'étais cette semaine dans une conférence d'Olivier Hamon qui disait que lui, le mot résilience, qui était vraiment polysémique, hein, qui avait plusieurs sens, c'était un mot qu'il aimait pas beaucoup, par exemple, parce qu'il n'avait pas le même sens dans le monde scientifique, dans le monde de l'écologie, dans le monde de la psychologie, et du coup, ça devenait un peu un mot fourre-tout derrière lequel on mettait beaucoup de choses différentes. Et on peut dire que dans le contexte dans lequel on est, c'est un vrai enjeu de mettre du sens commun derrière les mêmes mots. En tout cas, c'est ça qui est susceptible de créer aussi
une forme de vision commune, où on parlait tout à l'heure de destin commun, de choses qui font sens pour les collectifs. J'aimerais que tu nous donnes ta définition ou ta vision de la coopération. Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que ça t'évoque? Oula, ça... Très, très large question, mais c'est celle qui nous réunit aujourd'hui. Alors, je suis très marquée parce que je termine la lecture du dernier ouvrage d'Éloi Laurent qui s'appelle Coopérer et se faire confiance. Et j'ai été marquée par sa vision de la coopération qui ne réside pas dans l'intention de résultat ou forcément dans le but commun, comme pourrait l'être la collaboration. Il fait une distinction entre les deux. Mais quelque chose qui sera à la fois mu par une dynamique d'amour. Et j'ai trouvé ça particulièrement étonnant chez un économiste de nous parler d'amour et par une envie de savoir. Et j'aime bien cette définition finalement de la coopération qui nous sort du côté faire ensemble pour un but commun, qui est la vision communément admise et que je partage aussi, mais pour la sortir seulement de la logique du faire, mais aussi du sens et de la manière dont on le fait. Et moi, cette dynamique d'amour dans les liens de coopération, elle me parle beaucoup. Et encore une fois, venant d'un économiste, je la trouve très intéressante. Donc, je recommande la lecture de cet ouvrage. Et c'est rigolo parce que c'est vrai que tout à l'heure, je l'avais compris comme se faire confiance à soi. Et finalement, là, quand tu énonces les interactions, la dynamique d'amour et tout ça, je le comprends aussi comme se faire confiance aussi entre membres d'un collectif. Et je pense que les deux ont leur place aussi dans la coopération parce que finalement... quand on travaille avec d'autres personnes, quand on cherche à collaborer, à coopérer, finalement, il y a toujours un moment où on a une part de responsabilité sur un sujet, plus ou moins seul. Hein. Et moi, je trouve que se faire confiance aussi à soi va impacter finalement toute la dynamique collective. Du coup, c'est rigolo ce double sens qu'on pourrait observer dans le titre. Mais c'est intéressant que tu l'aies pris comme ça, et en même temps, ils sont absolument indissociables. De toute façon, toute mécanique du soi est une mécanique en interaction avec les autres, et toute mécanique d'interaction avec les autres nous renvoie aussi à nous-mêmes. C'est ce qui fait qu'on est des espèces interconnectées, et on partage ça avec l'entièreté du monde vivant. Et c'est vrai que cette dynamique-là, elle est très importante, là pour le coup, dans le concret de la coopération au sein de collectifs. Alors, on l'appelle confiance en soi, on l'appelle conscience de soi, d'autres parlent de la boussole intérieure ou de toutes ces qualités qu'on peut cultiver en soi. Mais elles sont au service aussi de cette dimension, encore une fois, connectée et interagissante qu'on a avec les autres. Et donc, c'est forcément les deux. Alors, dans le propos d'Éloi Laurent, je crois que c'est une problématique de société. Donc, comment on arrive à reconstruire de la confiance dans une société qui a perdu cette membrane de confiance, alors si tant est qu'elle est déjà opérée dans la confiance, mais voilà, on est au cœur des sujets de coopération pour le coup, oui. Il n'y a pas longtemps, j'écoutais un podcast de philosophie justement sur la confiance en soi, mais du coup, la personne explorait tout ce qui c'était la confiance, donc de l'étymologie du mot, etc. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un moment, elle parlait du fait que à une époque où on vivait dans des sociétés, avec nos voisins, avec des personnes qui étaient proches géographiquement, en fait, on avait peu de problèmes de confiance parce qu'on était très proches, à la fois physiquement et même émotionnellement. Enfin, on était toujours avec nos voisins, avec nos familles, etc. Donc finalement, la confiance n'était pas forcément un problème parce qu'on avait toujours, on était toujours côte à côte. Donc on pouvait toujours voir en fait si la personne était digne entre guillemets de notre confiance. Et du coup, maintenant, c'est vrai qu'avec les éloignements géographiques, relationnels, en fait, même là, nos voisins, on les connaît pas forcément, ou alors on a quelques bribes d'informations, mais peut-être pas de là à accorder une confiance aveugle. Et donc, elle reliait ça avec la confiance en soi, en disant, finalement, comme on a perdu cette confiance en les autres, du coup, à l'intérieur de soi, il faut qu'on réussisse à cultiver cette confiance en soi pour pouvoir justement, après, aller vers la confiance en les autres. C'est d'autant plus intéressant que c'est quelque chose que décrit très bien Pablo Servigne
dans un autre bouquin que je trouve absolument fondamental. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à le faire, qui s'appelle L'entraide de l'autre loi de la jungle, où justement, avec Gauthier Chapelle, ils font la somme un petit peu des connaissances et de ce que les sciences et les sciences sociales savent de la coopération, et où la confiance et le sentiment de confiance et le cadre de sécurité dans lequel on opère pour la coopération est essentiel. Et effectivement, lui, il parle de la réciprocité directe avec les gens qu'on connaît. C'est effectivement plus facile de savoir à qui on a affaire, ce sur quoi on peut compter, le fait qu'on est dans ces logiques réciproques aussi quand on fait des choses les uns pour les autres. Qu'est-ce qui se passe quand c'est avec des gens qu'on ne connaît plus ? Là, il y a d'autres mécaniques qui se mettent en place. Et puis, ce qui prend le relais au niveau global de nos sociétés, c'est la qualité de nos institutions et c'est la qualité des règles de société qui nous régissent. Et qu'effectivement, et je pense que c'est ce qui se passe en ce moment, quand ces conditions ne sont pas susceptibles de créer de la confiance dans les citoyens, la confiance en eux-mêmes, dans leurs propres capacités, la confiance dans le système, la confiance dans les règles du jeu avec lesquelles on joue, c'est évident que c'est très très compliqué de pouvoir faire ensemble. Et effectivement, c'est ce qui sans doute met à mal aujourd'hui les comportements que lui qualifie de prosociaux et notre capacité à pouvoir faire avec les autres sereinement. Et justement, je trouve que du coup, ça fait une bonne transition avec ton projet. Toi, tu accompagnes aussi des collectifs à coopérer, et notamment des collectifs à coopérer entre eux, j'ai envie de dire, entre plusieurs collectifs différents. Et je pense que cette notion d'entraide et de confiance, ça doit être un peu au cœur des enjeux aussi pour réussir à faire coopérer des entreprises peut-être concurrentes ou des collectivités avec d'autres entreprises, etc. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment ça se passe quels sont tes enjeux ? Alors c'est vrai que la coopération, on y travaille beaucoup au sein de l'entreprise. La question fondamentale aujourd'hui, elle est comment des entreprises peuvent coopérer entre elles pour arriver à relever des défis qu'elles ne pourront pas relever toutes seules. Et que sortir du paradigme de l'impact individuel, alors aujourd'hui on est encore beaucoup là-dessus, les entreprises travaillent, pour certaines, pas toutes, à changer leurs pratiques, à réduire leur impact, mais il y a un certain nombre de choses qu'elles ne pourront pas faire seules, qu'elles devront faire parfois avec leurs concurrents, qu'elles devront faire avec d'autres entreprises dans d'autres secteurs d'activité aussi, et un monde économique en mouvement, c'est effectivement des entreprises qui coopèrent entre elles, et moi ça m'intéresse beaucoup de travailler là-dessus. Est-ce que tu as un exemple de sujet qu'une entreprise ne peut pas forcément réussir seule et qui peut être résolu avec d'autres parties prenantes ? Si on prend seulement la question climatique, par exemple, nous on travaille par exemple dans l'industrie du tourisme et dans l'hôtellerie, par exemple, dont on sait dans le tourisme que 80% de l'impact carbone, c'est le transport. C'est la manière dont on va et dont on repart des lieux touristiques, que ce soit des sites, que ce soit des hôtels. On peut bien imaginer que sur cette question des mobilités, une entreprise hôtelière ne va pas vraiment pouvoir faire toute seule pour résoudre la problématique de comment on arrive sur ces sites, par exemple. Nous, on travaille pour un réseau de thalassothérapie, par exemple, qui est situé sur des littoraux un peu excentrés. Aujourd'hui, on y arrive essentiellement en voiture. Demain, pour pouvoir y arriver par d'autres moyens, c'est évident qu'il y a de la collaboration avec les collectivités territoriales, avec les acteurs du transport locaux, avec d'autres entreprises qui peuvent être aussi concernées et qui devraient pouvoir bénéficier de tout ça. Typiquement, les mobilités sont un exemple très concret sur lequel on ne peut pas faire tout seul. Ouais, et non seulement il y a une coopération inter-organisation entre les collectivités, les entreprises, même les particuliers finalement qui sont consommateurs de ce service-là. Et en plus, du coup, il y a aussi une coopération inter-filière. Mobilité, c'est un sujet, c'est toute une filière avec énormément d'acteurs. Et j'imagine que l'hôtellerie aussi. Et c'est des mondes qui sont totalement différents. Donc, il y a besoin peut-être aussi de personnes qui font la traduction, le lien en fait entre ces deux mondes qui ont des vocabulaires assez différents, j'imagine.
C'est évident que la question des interfaces comme dans le vivant d'ailleurs, des interfaces entre des écosystèmes, ça devient vital de se dire comment on arrive déjà à se parler, comment on arrive à dialoguer, c'est un premier niveau. Comment on arrive à se comprendre, c'est déjà un autre niveau. Et puis comment on arrive à faire ensemble. Alors là, on est vraiment au cœur des gros défis de la coopération multi-parties prenantes auxquels sont confrontés aujourd'hui pas mal de territoires. Enfin, il y a des expérimentations un peu partout. Je pense à la Drôme notamment, un petit coucou à l'association BioValais qui essaie justement de faire travailler des parties prenantes très différentes autour de problématiques communes. Là, on touche à des choses qui culturellement sont très nouvelles, en tout cas dans nos sociétés actuelles. Et donc, ça implique effectivement une capacité de coopération étendue. Et là, la communication vient jouer aussi un rôle très important dans l'animation de ces écosystèmes qui travaillent ensemble. Après, l'enjeu de travailler entre entreprises aussi. Alors ça peut être des liens liés à la proximité. Dans le cas de la mobilité, forcément ça joue. On a des intérêts communs quand on est situé sur un même territoire. On a aussi des intérêts communs quand on est dans un même secteur d'activité. Et on a aussi des intérêts communs quand on essaie d'avancer sur tous ces sujets-là. C'est le sens de notre engagement auprès d'un collectif d'entreprises et d'un mouvement d'entreprises qui s'appelle Bicorp, qui est né en fait aux États-Unis en 2006 de la volonté à la fois de changer les pratiques du monde de l'entreprise et d'intégrer les questions environnementales et sociales dans les pratiques et les modèles des entreprises, mais aussi de changer les règles du jeu économique et la manière dont le système fonctionne, un système qui est aujourd'hui essentiellement actionnarial, puisque c'est aujourd'hui la partie prenante qui a la primauté, de passer à des logiques partenariales où l'ensemble des parties prenantes sont prises en compte dans la manière dont l'entreprise opère. Et en fait, on se rend compte que d'avoir cette volonté commune de progresser sur ces questions, d'être conscient qu'il faut dépasser l'impact individuel pour de l'impact collectif, ça crée un mouvement d'entreprises qui sont prêtes à travailler ensemble, très concrètement sur des thématiques précises, sur des problématiques sectorielles aussi qu'elles ont à relever ensemble, et de sortir de la compétition pure pour aller vers des nouvelles logiques de travail en commun. Et ça, c'est très enthousiasmant. Ouais, j'imagine. Ça doit être assez satisfaisant et enthousiasmant d'être auprès d'entreprises qui ont une volonté de s'engager et qui ont cette volonté de faire collectif autour de sujets. Moi, du coup, j'étais pendant un petit moment au Cbios et je travaille notamment avec le Cosmimetic Group, et donc qui rassemble plusieurs acteurs des cosmétiques en France qui sont concurrents ou clients fournisseurs. Et c'était extrêmement intéressant d'animer ce groupe-là. En plus, souvent, ils ont travaillé ensemble à certains moments de leur carrière dans les mêmes entreprises et de les voir se retrouver, de se dire là, on sent que le biomimétisme, ça peut avoir un impact sur des enjeux communs, des enjeux concurrentiels et non concurrentiels, et que, du coup, comment on fait, comment on montre aussi que c'est des sujets qui nous importent et qu'on a cet engagement-là et que ça nous tient à cœur et qu'on le fait ensemble. Et c'est super intéressant de voir qu'il y a vraiment cette volonté aussi de montrer presque l'exemple, tout en toute humilité, mais de montrer que c'est possible et que finalement ce modèle-là très structuré, filière, entreprise, etc., peut aussi fonctionner en logique partenariale et en logique au moins de réflexion commune. Après, comment ça va s'incarner dans l'entreprise, chacun aura sa manière de le faire, mais au moins sur les grandes lignes, de réfléchir et d'être dans une cohérence, c'est extrêmement intéressant, je trouve. C'est intéressant que ce soit le monde de la cosmétique. Je ne savais pas que ça avait été, qu'il y avait ce type de coalition côté monde du biomimétisme, mais par exemple, dans Bicorp, la plus grande coalition sectorielle qui existe aujourd'hui dans le mouvement, c'est la Beauty Coalition. Donc c'est une coalition des acteurs du monde de la cosmétique et de la beauté, où il y a une 60aine d'entreprises Bicorp au niveau international qui ont décidé de pouvoir réfléchir et œuvrer ensemble sur un certain nombre de sujets qui ont trait au secteur. Alors pourquoi le monde de la cosmétique et de la beauté
Alors, ils sont dépendants, ils ont beaucoup de dépendance à nos problématiques actuelles. Puis ils sont beaucoup dans l'innovation aussi. Oui. C'est vrai que je pense que c'est un monde où la R&D a beaucoup d'importance. Où la R&D a beaucoup d'importance et où effectivement comment dire, le réflexe de pouvoir s'entre-nourrir, s'entre-inspirer, etc. est peut-être un tout petit peu plus présent que dans d'autres secteurs d'activité très très habitués à fonctionner de manière beaucoup plus silotée. Et donc toi tu travailles aux côtés de Bicorp, c'est bien ça, pour accompagner du coup des entreprises engagées sur des sujets de coopération. C'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est plus spécifique que ça, même si on va en parler, la coopération joue un rôle important. Moi, j'accompagne depuis la création de l'association Bilab France les équipes sur tous les sujets de communication. Et c'est vrai que très rapidement, les sujets de communication, ça a beaucoup à voir avec l'animation de la communauté, avec la manière de favoriser les synergies, avec la manière d'embarquer des bicorps dans des expériences communes. Et c'est vrai que depuis l'année dernière, notamment avec Louise Seguin, que je salue, et Sarah Serange, la responsable communauté de Bicorp, a été mis en place une initiative sur le festival Agir pour le vivant, qui est un festival à Arles, qui se tient chaque année fin août, et qui agrège un écosystème très très riche de scientifiques, de chercheurs, de penseurs, d'activistes, d'entreprises aussi, même si le monde économique est un tout petit peu moins présent, mais c'est ce qui nous a intéressés aussi. Et l'idée de se dire sur ces questions du vivant, qui aujourd'hui sont complexes à embarquer dans le monde de l'entreprise, parce qu'il y a un concept pareil, comment on embarque une question pareille dans le monde de l'entreprise. Alors ça peut être vu à l'aune de on va s'occuper de notre impact biodiversité, on va se former à ces questions, on va comprendre nos dépendances au vivant, parce que maintenant on se rend compte que tout ça présente des risques aussi pour beaucoup d'activités. Mais comment globalement on prend de la hauteur et on fait un pas de côté sur ces questions en tant qu'entreprise, et on le fait avec d'autres, et on décide ensemble de pouvoir non seulement apprendre, mais pouvoir aussi partager sur ces questions et puis essayer de se mettre en action de la manière la plus cohérente possible. Donc ça, c'est un exemple concret de comment progressivement on pose les petites graines d'action collective, de coalition sur un certain nombre de sujets. Et pour nous, ça passe par ces moments où on peut se retrouver, encore une fois, apprendre ensemble. Et là, je rejoins la logique d'Éloi Laurent qui dit que finalement, la coopération, l'intention est de savoir. Je trouve qu'il y a quelque chose de très fort là-dedans. Mais on est aussi dans un moment où il faut faire. Alors, il y a l'injonction à faire, on peut la questionner, mais il y a quand même des choses qu'on doit mettre en place et faire. Et les entreprises ont cette forte capacité à faire. C'est peut-être même l'un des acteurs de la société qui est peut-être l'un des mieux armés pour pouvoir faire, apporter des solutions et proposer des choses concrètes qui nous permettent de changer de mode de vie, de pratique, etc. Donc voilà, mettre tous ces acteurs autour de la table. L'année dernière, on était une douzaine d'entreprises qui se sont mobilisées. Cette année, on le fait sur un format plus apprenant autour d'une idée de B-Université. Encore une fois, apprendre ensemble, ou co-apprendre. Ça fait partie des clés pour pouvoir coopérer. Et on réitère l'expérience cette année, fin août à Arles. Et du coup, en quoi ça consiste la B-Université ? Alors la B-Université, c'est 3 choses. La première, c'est aller aussi s'ouvrir un peu les chakras, le cœur, l'esprit, auprès de gens qui réfléchissent à ces questions, qui expérimentent, qui ont d'autres visions du monde et d'autres points de vue. Parce que le monde économique, parfois, on peut manquer de diversité et de pluralisme dans les points de vue. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième, c'est de pouvoir approfondir au contact d'experts un certain nombre de sujets. Cette année, on aimerait aller plus loin sur les questions d'écologie du travail. Ça fait partie aussi des thématiques autour du vivant. La dimension sociale est importante. Ou d'un grand mot du moment qui est celui de la régénération, par exemple. Comment on peut approfondir ces questions.
Et puis enfin, comment on arrive à faire alliance. Donc ce sera l'occasion pour des Bicorp d'être déjà entre Bicorp, mais aussi d'aller rencontrer des gens qui œuvrent dans d'autres pays, notamment cette année des rencontres avec nos homologues d'Amérique latine, puisque la Colombie est très présente à Agir pour le vivant. Ils ont une édition à Medellín. Donc de rencontrer à la fois des acteurs qui œuvrent dans ce sens ailleurs dans le monde et aussi sur le territoire, parce que sur le pays d'Arles, il se passe aussi beaucoup de choses. Donc de faire cette connexion entre le local, le territorial et l'international. Donc c'est un programme qui promet de nous faire vivre plein de choses géniales. On a hâte. C'est génial d'avoir à la fois le côté très local et en même temps ce côté presque inspiration de comment ça se fait ailleurs. Et finalement, je pense que le but, c'est pas de faire la même chose, mais c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut ramener, quelles sont nos contraintes communes, quels sont nos... Là, cet enjeu, eux, comment ils y ont répondu. Et du coup, ce métissage finalement de solutions, c'est ça qui crée la richesse et la pertinence d'une solution, j'ai l'impression. En tout cas, créer des liens, créer des ponts, croiser des regards, des expériences, alors on le sait, c'est fondamental. Après, il faut prendre le temps pour le faire. Et ça, encore une fois, je reviens aux spécificités du monde économique, c'est parfois compliqué de pouvoir mettre le nez dehors, de pouvoir prendre du temps pour faire tout ça. On n'est pas dans des systèmes qui permettent de le faire. On est souvent dans des entreprises, et en ce moment particulièrement dans un contexte un peu tendu sur le plan économique, social et géopolitique, où prendre ce temps du recul, de la reliance avec d'autres, de l'inspiration, d'aller voir autre chose, voire même de se mettre en jachère à certains moments pour laisser émerger des choses, parce que malgré tout, d'être tout le temps dans le faire peut parfois nous couper d'un certain nombre de choses qui pourraient émerger si on leur laissait seulement le temps de venir, de pousser. Voilà, c'est vrai qu'on est dans des mondes, et notamment dans le monde des transitions aujourd'hui, de l'impact, ça prend des noms variés, dans quand même la volonté d'action, d'être très agissant et d'obtenir des résultats, mais d'être agissant tout le temps, ça nous aide pas toujours. Donc de prendre le temps aussi de ne pas faire, pour nous c'est aussi une voie, et c'est celle-là qu'on a envie aussi de faire expérimenter à des entreprises et des collaborateurs qui n'ont pas forcément l'habitude de le faire. Ouais, de le laisser venir. C'est un sujet ça, hein, c'est pas facile. Laisser venir et advenir, je pense que c'est un des trucs les plus difficiles qu'on ait à faire, à la fois individuellement, parce que je pense qu'on est tous concernés par cette difficulté aussi à faire confiance. Alors on appelle ça faire confiance à la vie, faire confiance au destin, chacun y mettra ce qu'il veut, mais de laisser advenir et de se dire que alors il y a des traditions où c'est très présent, notamment orientales, où le non-agir est une forme d'action. Mais elle vient nous confronter beaucoup culturellement et intellectuellement et même émotionnellement dans nos cultures à nous. Clairement, le non-agir ne fait pas vraiment partie de notre logiciel. Et pourtant, qu'est-ce qu'il peut être intéressant d'explorer ces voies-là? Évidemment, rien ne s'exclut. Il ne s'agit pas d'arrêter d'agir, mais de se dire, est-ce que être toujours dans l'action, c'est toujours la clé, surtout face à ce qui nous attend? Surtout que je trouve que ça peut créer un sentiment de culpabilité aussi. Finalement, il y a des fois où on produit, puis juste après, on est un peu fatigué, on a moins d'idées, on sent qu'on a besoin de souffler. On peut se sentir finalement mal à l'aise et se dire mais je fais rien en ce moment, je suis pas productive. Et ça peut créer de la peur, de l'angoisse, de l'envie de combler en fait finalement, de se rajouter d'autres choses. Parce que d'être peut-être un peu plus lent, un peu plus détendu, un peu plus improductif, ça fait peur en fait. On a peur de peut-être pas réussir à se remettre, je sais pas en fait de quoi on a peur, mais ça peut faire peur. Mais c'est intéressant de se demander de quoi au fond on a peur, mais c'est vrai qu'on est dans nos sociétés dans une injonction absolument dévastatrice à cet endroit-là.
Oui, on est dans des cultures de la productivité, on est dans des cultures de la performance de manière générale. On parlait du monde économique, mais cette performance, elle s'étend à tous les domaines, hein. Même le développement personnel est devenu performatif d'une certaine manière. Même des pratiques qui ne nécessitent aucun résultat, je pense au yoga par exemple, c'est devenu aussi des résultats à atteindre et des niveaux à dépasser, etc. Et qu'effectivement, cette peur de l'oisiveté dans nos sociétés, de la paresse, enfin, je vais pas refaire toute la liste de ce que pas mal de philosophes et d'auteurs d'ailleurs ont exploré. La question aujourd'hui, c'est comment, dans nos manières de faire, sur des sujets de transition, sur des sujets aussi complexes, sur la coopération, on arrive petit à petit à déconstruire ces logiques-là pour entrer dans autre chose. Alors, je te l'ai dit, j'assistais à la conférence d'Olivier Amand sur justement l'antidote au culte de la performance, qui était absolument ébouriffante, parce que d'un coup, de valoriser la sous-optimalité, de valoriser la lenteur, de valoriser l'incohérence, de valoriser l'inachevé, toutes ces notions qui sont tellement antinomiques avec notre mode culturel actuel, d'un coup, il y a quelque chose qui vient à la fois nous bousculer et à la fois nous faire du bien. Je crois qu'on a tous cette aspiration à pouvoir articuler, équilibrer davantage les choses, et y compris dans nos milieux de la transition et de l'engagement, même si j'aime pas beaucoup ce mot, parce qu'on le voit aujourd'hui, il peut y avoir beaucoup d'épuisement, il y a des burn-out, il y a des gens qui, voilà, dans cette recherche, encore une fois, qui est toujours dans le logiciel de la productivité, de la performance, il peut tout à fait s'appliquer à nos sujets de transition écologique et sociale. Et c'est ça aujourd'hui qu'on doit questionner. Mais c'est pas facile, effectivement. Je suis totalement d'accord. En plus, on parlait tout à l'heure d'innovation. Il y a un côté aussi où on essaye de sortir du cadre, d'emmener vers autre chose, et où en fait, des personnes qui auraient besoin de se faire convaincre demandent des résultats. Et donc, c'est pas forcément possible. D'où cet épuisement aussi, parce qu'on essaye de tirer vers quelque chose où il y a peut-être qu'il n'y en a pas encore des résultats, ou qui sont pas encore vraiment observables, ou qui sont pas suffisants sur une ancienne logique, qui peuvent pas être observés avec les mêmes indicateurs. Et ça peut provoquer beaucoup de frustration et de colère, je pense aussi, de se retrouver dans ces situations-là. Et puis, moi, ce que j'ai observé aussi, c'est que parfois, il y a un côté un peu sacrificiel. Comme je travaille pour la bonne cause, je fais des heures sans les compter. Peut-être que dans mon équipe, ça se passe mal, mais c'est pas grave parce qu'on travaille pour la bonne cause. Donc, il faut continuer. Et c'est tellement dommage. Et moi, ça me parle aussi de la coopération comme logique d'amour, parce que moi, je crois profondément que si on aime ce qu'on fait et qu'on est heureux dans ce qu'on fait, alors on va forcément produire des choses qui sont dans le sens d'une transition et d'un avenir qu'on a envie de faire advenir. Et ouais, c'est vrai que ce côté sacrificiel, ça empêche finalement même, j'ai l'impression, de potentiels résultats peut-être d'avoir lieu, puisqu'il y a ce désengagement, il y a cette colère, il y a cette fatigue qui sont présentes et qui en fait épuisent des personnes qui auraient l'envie profonde de s'investir. Et je crois que tu as raison de le souligner, parce que je pense que l'intérêt général et nos problématiques n'excluent pas, au contraire, des problématiques d'exploitation, des problématiques de violence dans les relations et dans les rapports. Ma conviction, c'est que parce qu'on est toujours dans ce logiciel du résultat. Donc le résultat qui est, que ce soit de changer le monde ou que ce soit de le conserver tel qu'il est, la mécanique, elle est la même. Si en tout cas il n'y a pas d'attention portée à la manière dont on le fait. Alors beaucoup de gens évoquent les questions d'écologie de la relation, d'écologie humaine, etc. Moi, c'est fondamental. Et d'ailleurs, je fais partie des gens qui pensent que l'intention première, c'est d'abord la qualité des relations, des connexions et de la manière dont tu fais les choses. Parce que je fais partie des gens qui pensent que c'est à cette condition-là qu'on pourra aller vers le monde qu'on appelle de nos voeux, mais sans soin et sans attention portée à tout ça. Je crois qu'on n'a pas vraiment renversé la table dans la manière de faire. Et on reproduit
Je crois que c'est ce que peut faire parfois le monde de l'impact. Déjà, rien que ce mot, impact, il peut être jugé positivement, justement quand on parle d'impact positif ou de voilà. Mais pour moi, on n'est pas vraiment sorti du vieux logiciel économique de la performance. Donc, on peut faire de l'impact tout en étant violent dans les relations sociales. C'était Pierre Rabhi qui disait on peut manger bio et exploiter son prochain. Ben, on peut décarboner en exploitant son prochain, on peut être des boîtes à impact tout en exploitant, on va dire, des personnes qui justement se donnent sans compter pour ces sujets-là. Pour l'anecdote, moi, la première fois que j'ai pris conscience de ça, c'est en discutant avec une personne d'un syndicat, d'un vieux syndicat dont on se dit aujourd'hui ils sont complètement à la rue, etc., mais qui me racontait comment, au moment du Covid, les bonnes volontés avaient été récupérées sous forme d'exploitation pure et simple. Par exemple, des femmes qui faisaient des masques en tissu, qui au début le faisaient pour le contribuer à la solidarité, à l'entraide qui s'est mis en place à ce moment-là. Mais très vite, c'est devenu des obligations, des heures à faire, des attentes sur le nombre de masques qu'il fallait faire. Et très très vite, un système informel d'entraide est devenu un système d'exploitation de bénévoles qui fabriquaient à la chaîne ces masques en tissu, dont en plus après on s'est rendu compte que ils n'allaient pas forcément être utiles. Et donc ces logiques d'exploitation, de violence sociale, ils sont malheureusement pas incompatibles avec la recherche d'un impact environnemental positif. Et c'est ça qu'il va falloir arriver à réconcilier aujourd'hui. Et donc justement, tu parles de soins, d'attention portée, de qualité de relation. Comment est-ce que tu crées ce cadre ou ce climat quand tu as justement des acteurs qui ne se connaissent pas, qui ne travaillent pas du tout dans les mêmes domaines et qui peut-être même eux en interne n'ont peut-être pas forcément les réflexes de coopération. Comment est-ce que tu arrives à créer ce climat d'attention et de soins dans les relations ? Je crois qu'il y a deux choses. La première, c'est le cadre mais là on revient à des fondamentaux sur la coopération. C'est le cadre de protection et de sécurité que tu mets en place au sein duquel les échanges, les dialogues ou le travail ensemble peut se faire. S'il n'y a pas de cadre clair, s'il n'y a pas de confiance dans les personnes qui posent le cadre, c'est vrai que c'est très compliqué de pouvoir opérer. Ensuite, dans la qualité des relations qui peuvent se mettre en place, là, il faut faire avec là où en sont les gens. Et qu'effectivement, et assumer aussi qu'il puisse y avoir des émotions qu'on juge parfois négativement. Moi, je pense que déjà, si on pouvait un peu moins connoter et juger nos émotions ou réactions socialement pas acceptées, on ferait peut-être un grand pas. Donc accepter la colère, accepter le conflit, accepter le désaccord, accepter parfois aussi qu'il y ait de la violence dans la manière d'exprimer les choses. Mais en revanche, de pouvoir petit à petit favoriser des modes de fonctionnement. Alors, comment on fait concrètement ? Alors, il y a déjà comment on incarne nous-mêmes les choses. Moi, je pense que ça commence par nous, évidemment. Tu parlais de confiance en soi. Je pense que c'est aussi notre capacité à nous déconstruire notre mode de relation, nos modes de communication, et dans des groupes, dans des collectifs, d'arriver à pouvoir à la fois incarner ça du mieux qu'on peut, et c'est pas facile, et accepter aussi que ça marche pas toujours de manière apaisée, quoi, et que ça, on doit aussi faire avec, et que parfois dans le non-apaisement, il y a aussi des choses utiles à prendre et qui peuvent nous aider à avancer. Je crois pas dans les collectifs pacifiés à 100%, je suis pas sûre. En revanche, dans une dynamique qui cherche à prendre soin des autres, je pense qu'on peut y arriver. C'est même essentiel, les conflits sont toujours le signe de besoins qui sont pas nourris. Et du coup, de comprendre ce qui n'est pas nourri, c'est déjà la première clé pour se dire comment on arrive à nourrir davantage.
Alors, il y a ce qui est de notre responsabilité personnelle, dans notre capacité aussi à avoir conscience de nos besoins, notamment en interaction avec les autres, à savoir ce dont on a besoin, à savoir aussi comment en prendre soin, prendre soin de soi, hein, c'est ça, ça passe par là. Mais ce faisant, on le fait aussi pour les autres. Et un conflit est toujours l'expression de besoins. Alors ça, c'est très CNV, mais de besoins qui ne sont pas compris ou qui ne sont pas reconnus. Et oui, ça peut être très utile à un moment donné pour pouvoir exprimer, dénouer des choses. Alors, on souhaiterait que ça passe pas forcément par le conflit pour arriver à se parler, à se comprendre. Et parfois c'est comme ça, et on fait avec ce qui est vivant là, et on l'accompagne au mieux. Parfois ça marche marche pas, mais c'est ça qui fait aussi l'intérêt de ces jeux collectifs, quoi. C'est que on apprend tout le temps sur soi et sur les autres. Après, il faut avoir envie, et ça, pour le coup, qu'est-ce qui fait que l'envie est là? Je suis pas persuadée qu'on donne envie. Je crois que il y a ce mythe aussi où on pourrait donner envie. Ou voilà, je pense que les flammes s'allument en chacun de manière très intime, mais que c'est quelque chose qui relève vraiment de très personnel au fond, même si ça peut être stimulé par plein d'autres choses. Mais je pense que ça vient vraiment de soi. De la même manière, pour des collectifs, pour moi, c'est jamais exogène, quoi. Il y a toujours quelque chose qui vient du corps collectif, quel qu'il soit. Et puis, il y a des moments où ça vient et des moments où, bon, ça prend plus de temps. Il faut l'accepter. Moi, je crois aussi beaucoup que ça vient par étapes. Des fois, ça vient, puis en fait, peut-être que ça repart, mais ça nourrit quelque chose. Et du coup, la fois d'après, et moi, là c'est plus un témoignage personnel, mais il y a des questions sur lesquelles j'ai beaucoup évolué et ça m'a pris des années. Moi, je crois pas au basculement du jour au lendemain. Je crois à des petits événements, des expériences, des vécus, des rencontres, des témoignages, des signes, peut-être qu'on a vu quelque part un mot, une image, quelque chose, et qui vont provoquer ce basculement. Et moi, je trouve que regarder que ce basculement, c'est finalement exclure tout le chemin qui a été parcouru avant. Je te rejoins complètement. Moi, je pense que tout ce tissage de choses, alors on n'a pas toujours le recul pour se rendre compte de ce qui est en train de se passer, mais c'est là où la notion de confiance revient. Moi, je suis quelqu'un après, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie pour pouvoir avoir cette confiance dans la vie, mais la confiance où des choses se tissent, tu ne les comprends pas forcément, tu vois pas forcément où ça va. Mais à un moment donné, il y a quelque chose, un déclic, une bascule. Je suis comme toi, mais je crois pas aux grandes bascules. C'est forcément l'alliance de plein de dynamiques et de plein de choses qui, à un moment donné, pouf, s'éclairent, ont du sens ou nous font passer à l'action sur quelque chose. Et au fond, c'est très beau et réconfortant de se dire que on n'a pas besoin comme ça de grandes épiphanies dans nos vies. D'ailleurs, merci de me le rappeler là, parce que je crois qu'on est tous dans des moments où on a besoin que des choses se passent et on les voit pas forcément arriver, mais faire confiance à des process invisibles dans lesquels on est partie prenante avec d'autres et de se dire que voilà, le sens de tout ça se révélera petit à petit ou pas complètement. Moi, j'aime bien cette part de mystère aussi dans ce qui se joue. Mais c'est important de se le rappeler, ouais. Ouais, moi, ça me rassure beaucoup de me dire que des fois, on est un peu dans l'attente. On se dit, bon, là, en ce moment, ouais, il se passe pas grand-chose. Et moi, souvent, je me dis, si, mais c'est juste que tu le sais pas encore. Et j'aime bien me dire ça, ça me rassure. Je me dis, mais si, mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je regarderai ce moment et je me dirais, c'est là, en fait, qu'il s'était passé des choses et que ça a nourri l'action ou la chose que j'attendais. Et je pense que ouais, ça s'applique dans le monde personnel, professionnel. On sait pas quand les choses vont se dénouer. Et voilà, on rejoint encore cette innovation et cette inconnue et cette confiance. Et ça a un côté angoissant, mais finalement assez chouette aussi, assez rassurant de se dire que tout peut encore arriver, quoi. Et puis je pense que cette peur ou ces angoisses ou ces appréhensions, c'est des moteurs aussi, hein.
Je crois que tout concourt à un moment donné, tout a sa place et a son rôle. Alors on n'a pas envie de se laisser submerger par l'angoisse, même si parfois ça peut arriver, hein. Mais en même temps dans la conscience que quelque chose se lit, se relit, qu'on n'est pas forcément à la bonne échelle pour voir ce qui se passe, qu'on n'a pas forcément le recul. Ça vaut pour nos vies, comme tu disais, peut-être dans 3 ans, on se dira, bah tiens, en fait, là, c'était ce moment-là. Mais ça vaut aussi pour nos sociétés et pour, voilà, dans 20 ans, on se dira, mais si, mais là, cette année hyper relou 2024, il y avait déjà ça qui était à l'œuvre, il y a ça qui était en train de monter. Ça nous aide à aussi à pas rester trop le nez dans le court terme qui peut être effectivement un peu effrayant. Pour essayer de voir un peu plus large. Ce que disait Olivier Hamon, ça fait du bien d'entendre ça, c'est que, bon, lui, il parle des marges, et il prend l'exemple des murmurations, tu sais, ces danses des oiseaux qui évoluent dans le ciel en groupe de manière totalement fluide, coordonnée. Et en fait, il expliquait que c'est les oiseaux qui sont aux marges, qui sont sur les bordures, qui font passer, qui gèrent en fait l'information qui circule dans le groupe. C'est pas le cœur du système. Et pour lui, les marges ont déjà basculé. Alors quand on est au cœur du système, on voit pas forcément que les marges ont basculé. Quand on est à la marge, on se dit mais le cœur du système, il est toujours comme avant. Donc où qu'on soit, on n'a peut-être pas exactement la meilleure vue sur ce qui se passe. Donc seul le temps nous le dira. Oui, je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup pour cet échange, pour ce partage. Merci à toi, Bérénice. Indépendamment de ce qu'on n'arrivera pas à réaliser tous ensemble, la qualité de ces moments et de ces conversations, elle est essentielle. Donc merci beaucoup pour cette invitation. La définition de Pascal concernant la coopération lui vient de sa lecture de l'ouvrage « Coopérer et se faire confiance » écrit par Éloi Laurent. Pour Pascal, la coopération ne réside pas seulement dans l'action vers un but commun, mais elle serait plutôt mue par une dynamique d'amour et par une envie de savoir plutôt que de faire. Donc coopérer n'est pas seulement faire ensemble, mais c'est aussi s'accorder sur le sens et la manière dont on le fait. Un des ingrédients qui est essentiel à la coopération qu'on a identifié dans la discussion avec Pascal, c'est la confiance. À la fois la confiance en soi et aussi la confiance dans le groupe, dans le collectif. Et en fait, le cadre de sécurité qu'on va instaurer et le climat de confiance qui va être présent dans le collectif sont deux choses qui sont absolument essentielles à cette coopération. Et on sait qu'il est plus facile de faire confiance que lorsqu'on connaît une personne, une situation. Et donc, dans le cas des accompagnements de Pascal, qui sont en général des coopérations multiparties prenantes entre plusieurs organisations de types différents, et aussi parfois qui travaillent dans des secteurs d'activité distincts. Donc là, la question, c'est finalement, comme ces interlocuteurs finalement ne se connaissent pas, n'ont pas connaissance des enjeux de chacun, comment on crée ce climat de confiance ? Comment faire pour que ces organisations, elles arrivent déjà à dialoguer, parce que parfois le vocabulaire peut être différent, mais aussi à se comprendre et à faire ensemble, à agir ensemble autour d'enjeux communs. Pascal, dans ses activités d'accompagnement, elle travaille justement sur ces enjeux de coopération entre plusieurs organisations, et elle le fait aussi de par son engagement auprès de Bicorp et de Bilab France. Et donc, Pascal est notamment impliquée dans l'association Bilab France au niveau de la communication, qui est liée aussi avec l'animation de communautés, qui sont en fait des entreprises qui sont engagées dans la démarche Bicorp et qui n'ont pas forcément les mêmes secteurs d'activité, les mêmes enjeux. Et donc c'est pour ça aussi, dans ce cadre-là, Pascal est aussi facilitatrice de synergie, finalement de liens et de coopération dans des organisations diverses. Et ça, en fait, ça peut passer par différents moyens. Et un des moyens de faire cette animation-là, c'est justement d'organiser des événements. Comme par exemple, elle nous parle du festival Agir pour le vivant qui a lieu la dernière semaine d'août à Arles. Et donc ce festival, c'est vraiment une opportunité pour les entreprises de créer une dynamique collective, une coalition aussi, à la fois d'entreprises et aussi de personnes qui ont envie de s'investir sur le sujet. Ce genre d'événement et ce genre de rassemblement, c'est vraiment une occasion pour sortir aussi de cette culture très agissante qui est très présente dans notre société et qui est aussi présente dans les engagements, on va dire, de transition. Il y a toujours un enjeu à faire, à montrer, à avoir des résultats. Et en fait, on se laisse prendre finalement dans cette culture-là qu'on essaye justement de changer. Et donc,
participer à des événements comme ça où en fait le but c'est vraiment d'aller créer du lien, d'aller s'inspirer, d'aller voir ce qui se fait ailleurs, d'exprimer peut-être sa créativité. C'est un moyen de laisser venir, de laisser advenir, de laisser émerger et de pas tout le temps être dans le faire, mais justement être dans cette dynamique d'amour dont parlait Pascal au début, pour aller créer des liens et finalement prendre ce temps-là aussi pour poser un petit peu ses réflexions et ses actions. Donc justement, voilà, ce modèle de productivité et de performance qu'on essaye de déconstruire parfois quand on s'engage dans des entreprises à mission, dans des associations, dans des organisations dans le sens de la transition écologique et sociale. On essaye vraiment de sortir de ce modèle-là qui a des externalités extrêmement négatives. Mais en fait, on remarque que ce modèle-là, il s'applique toujours. Et c'est intéressant de comprendre pourquoi, parce qu'en fait, on essaye de changer quelque chose et finalement, ça devient quelque chose qui est appliqué à nous-mêmes. Et ça, c'est aussi lié à la manière dont on s'organise, parce que si on change pas nos fonctionnements collectifs, en fait, on va répéter les anciens schémas et on va produire exactement les mêmes externalités, du stress, de l'épuisement, du désengagement, de la colère. C'est en allant créer des nouvelles interactions avec de l'attention, avec du soin qui est porté aux membres d'un collectif et aussi au collectif en lui-même, avec ce climat de confiance qu'on va pouvoir créer dans les collectifs, et ça va pouvoir permettre de générer un fonctionnement différent, et ce fonctionnement différent va pouvoir soutenir une production qui est différente et qui est en lien avec la transition écologique et sociale. Ça, c'est une loi qui s'appelle la loi de Conway, qui dit que ce qu'on produit ressemble à la manière dont on est organisé. Et donc forcément, si on essaye de produire autre chose, si on essaye de produire de nouveaux produits, de nouveaux fonctionnements, de nouveaux services en lien avec la transition, eh bien, on a besoin de modifier nos modes de fonctionnement aussi. Retrouvez les épisodes de l'Affluence une fois par mois. Ils forment un recueil de témoignages, de vécus liés aux transformations des pratiques qui vous permettra d'avoir des clés pour faire évoluer à votre échelle votre environnement professionnel. Pour ne rater aucun épisode et pour faire grandir ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous, vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et nous laisser des étoiles si vous nous écoutez depuis Spotify ou Apple Podcasts. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de l'Affluence.